Bonsoir les amis, bienvenue dans ce débrief de la défaite de l'équipe de France 3-1 face à l'Ukraine dans le championnat d'Europe Espoir. Alors une défaite évidemment qui n'était pas tellement attendue, mais bon, qui je dirais sur l'ensemble du match ne paraît pas volée. Même si je trouve que l'Ukraine qui mène 2-1 à la mi-temps, c'était quand même très très bien payé. La France avait très bien débuté dès la 5e minute avec une double case pour Barcola et Ryan Cherki. On retrouve le même Ryan Cherki servi par Barcola après un très bon décalage d'Enzo Lefebvre, donc ouverture du score à la 19e par Cherki. Bon, quelques minutes plus tard, Mudryk, donc qui n'avait pas pu participer au match précédent, réalise un très bon déboulé et il met dans le vent d'abord Barcola puis Kalulu et obtient un penalty qui sera transformé. On retrouve Bradley à la 37e qui malheureusement sur un très bon enroulé trouve le poteau. Et 6 minutes plus tard, 43e minute, l'Ukraine profite d'une énorme erreur de Nkunku au marquage. Nkunku qui vraiment ne me plaît pas du tout depuis le début de la compétition. Alors c'est Nils Nkunku, le latéral. Et l'Ukrainien Sudakov se retrouve tout seul et il fusille le gardien Chevalier. La deuxième mi-temps est assez pénible. Il se passe pas grand-chose. La France a la balle, mais il n'en fait vraiment pas grand-chose. À la 80e, on pense qu'on a relancé la machine puisque Eli Wahi, qui était entré quelques secondes plus tôt, égalise, mais il était hors jeu, but refusé puisque la VAR est en marche sur ses quarts de finale. Et le coup de grâce arrive à la 86e minute avec Bondarenko qui mystifie Lukeba qui se fait prendre comme un poussin et 3-1, ce qui sera le score final. Bon, c'est très décevant. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, au sortir de la première mi-temps, la France aurait dû être devant, et donc ça aurait dû être l'Ukraine qui court derrière le score, ouvre des espaces en deuxième mi-temps. Seulement la configuration du match n'a pas permis ce scénario. Le 11 de départ français était assez conforme à ce qu'on avait vu dans le match précédent face à la Suisse. C'est-à-dire avec Nkunku, Lukeba, Simakan qui remplaçait Badé qui est blessé, Chevalier dans les buts évidemment, Kalulu à droite, et surtout ce qui était intéressant, c'est de retrouver ce milieu de terrain à la fois récupérateur et créatif avec Thuram, Cacré et Lefebvre. Lefebvre fait une super première mi-temps, Thuram, bon, je dirais par intermittence, déçu par Cacré, qui a récupéré quelques ballons mais qui n'a pas tellement apporté. Ryan et Bradley, eux, ont été très dangereux en première mi-temps. Guiri un peu effacé. Malheureusement, ça ne s'est pas poursuivi comme ça sur la deuxième mi-temps, loin de là. On va voir tout de suite l'attaque momentum que vous voyez ici. Alors on est en vert. Vous voyez qu'en première mi-temps, archi-domination, et c'est vrai que c'est quand même fâcheux de se retrouver mené. En deuxième mi-temps, certes, on a la balle, ça c'est sûr, mais vous le voyez, quand on dépasse pas la deuxième petite ligne verte, là, c'est que certes, on a des occasions, enfin disons, on a des situations où on n'a pas vraiment de grosses occasions, alors que là, vous voyez, on dépasse la ligne verte, et là, on a eu beaucoup d'occasions, donc d'autant plus décevant d'être mené à la mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, on a quand même beaucoup tricoté, et on n'a pas réussi grand-chose d'intéressant. Vous me direz, quand on voit les Ukrainiens, c'est pas forcément mieux, mais eux, ils ont su vraiment maximiser les rares occasions qu'ils ont eues. Alors au niveau des stats, la domination globale de la France se retrouve avec 54% de possession, 14 tirs contre 6, 6 cadrés contre 3, 5 non cadrés. Bon, alors oui, domination, mais malheureusement, souvent, sans être vraiment dangereux. Je trouve que malheureusement c'est ce qui caractérise un petit peu cette équipe de France, et quand on voit l'effectif, ça caractérise l'équipe de France, mais ça caractérise aussi un peu nos joueurs, puisqu'on voit que dans le secteur offensif
On a 3 attaquants formés à l'OL, plus Cacré derrière. Donc bon, c'est un petit peu délicat. Castello Luqueba, qui est responsable évidemment sur le 3e but, mais bon, qui communique mal avec Nkunku sur le 2e. J'avais lu beaucoup de commentaires après son match contre la Suisse, où effectivement il avait fait quelques interventions assez tranchantes, mais je trouve que déduire d'un bon match contre la Suisse que Luqueba c'est un super cador de la défense centrale, c'est un pas que je ne franchirai pas. Vous connaissez mes réticences sur Castello Luqueba, et très sincèrement, si on nous offre 30 millions pour Castello Luqueba, personnellement je suis pour qu'on accepte la transaction. Alors du coup, le chemin s'arrête là. Alors c'est d'autant plus embêtant que une partie importante de cette équipe de France Espoir sera l'équipe qui va nous représenter aux Jeux Olympiques. Il faut quand même se dire que cette équipe-là, qui s'était quand même fait balader face à l'Italie, qui se fait battre par l'Ukraine. Alors certes, vous pouvez rajouter peut-être Griezmann et Mbappé là-dedans, et peut-être un autre plus de 23 ans de qualité. Mais je crois franchement qu'il ne faudra pas avoir des attentes démesurées sur notre équipe de France au JO avec cette base de jeunes joueurs. Alors vous me direz, ils auront tous 1 an de plus d'expérience. On pense notamment évidemment à Ryan Cherki, Bradley Barcola, Khéphren Thuram également. Mais on a quand même vu des limites importantes parce que cette équipe peut avoir de très très bons passages, mais elle a aussi des périodes assez longues où elle fait tourner le ballon sans vraiment rien créer, ou même parfois défensivement, alors qu'on était mené, je l'ai senti pas très agressif pour récupérer le ballon. Alors je sais que ça va se déchaîner contre Sylvain Ripoll, mais pour le coup j'aurais plutôt tendance à le défendre parce que je trouve qu'il a été relativement courageux. Au milieu de terrain, il aligne quand même 3 joueurs qui sont capables de se projeter, Khéphren Thuram, Cacré et Enzo Lefebvre. Et il ne met pas par exemple Chotard, qui lui pour le coup correspondrait plus, je dirais, au milieu de terrain qu'aiment les entraîneurs français de la fédération, à être là pour récupérer des ballons et ne pas avoir une qualité de relance exceptionnelle. Après, l'irrégularité des joueurs, notamment pour les joueurs lyonnais, c'est celle qu'on connaît à l'OL, par exemple Bradley Barcola qui est rayonnant en première mi-temps, en deuxième mi-temps on le voit pas beaucoup, même chose pour Cherki, même chose pour Gouiri. Et je dirais que malheureusement nos joueurs, en tout cas ceux formés à l'Olympique Lyonnais, eh bien il y a de la qualité, il y a du talent, mais il y a aussi une inconstance que l'on retrouve dans cette compétition et que nous évidemment on connaît puisque c'est notre quotidien à l'OL. Voilà, donc l'aventure s'arrête là pour la France, c'est bien dommage. J'aurais bien fait 2 matchs de plus en attendant la reprise de l'Olympique Lyonnais. Alors puisque je parle de l'Olympique Lyonnais, allons-y. Vous le savez, la DNCG va rendre sa décision concernant le budget de l'Olympique Lyonnais mardi. Alors je ne sais pas exactement à quelle heure, évidemment je vais couvrir cette info puisque cette info aura beaucoup d'importance par rapport à nos possibilités sur le mercato. L'entraînement reprend le 6. Malheureusement, contrairement à la saison passée, on va reprendre l'entraînement, on va dire, sans nos recrues majeures. Et ça, c'est quand même un problème. L'année dernière, on avait déjà Lacazette, on avait Le Penant, on avait Tolisso. Donc là, c'est un petit peu embêtant, je trouve, de reprendre l'entraînement avec un effectif, on va dire, qui ne ressemble pas forcément à l'effectif qu'on aura pour la reprise du championnat. On aura aussi un adjoint qui ne sera pas là, puisque vous le savez, Claudio Cassapa a été dépêché en urgence pour remplacer le coach de Botafogo qui est parti en Arabie Saoudite contre un très très gros chèque et une maison, figurez-vous. Et justement, au moment où je fais la vidéo, je crois que le match de Botafogo est fini. En effet, vous le voyez ici, Botafogo, donc, qui jouait Vasco, s'est imposé 2-0. Donc, première victoire en tant que coach principal de Claudio Cassapa. Et Botafogo conforte sa place de leader dans le championnat brésilien.
On peut dire qu'au moins à Botafogo, sur le plan sportif, John Textor a réussi pour le moment, hein, la saison est encore longue, hein, il y a 38 matchs, mais en tout cas le début de saison est vraiment très très réussi, puisque Botafogo c'est pas du tout une équipe qui sur les dernières saisons joue le haut du tableau. Bon, malheureusement pour lui, son coach n'a pas su dire non au pétrodollar. Pour le moment il n'a pas perdu de joueurs, mais il y en a plusieurs qui sont convoités. Et vous le savez, il y a même des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui sont convoités, puisqu'on a appris aujourd'hui que les Saoudiens avaient fait une deuxième approche auprès d'Alexandre Lacazette en revoyant à la hausse leur offre. Alors Alexandre, en tout cas sur la première offre, avait décliné gentiment. Est-ce qu'il va pouvoir dire non à toute proposition? Eh bien écoutez, ce sera un petit peu le feuilleton de cet été. Pour finir, je voudrais évidemment tous vous remercier, les abonnés, puisque nous avons dépassé le cap des 1200 abonnés aujourd'hui. Donc merci infiniment à vous. Toutes ces marques d'intérêt évidemment donnent beaucoup de force pour essayer de vous proposer un contenu intéressant. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.